Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un problème sur l'intégration, un problème que j'estime assez complet, que j'avais fabriqué pour mes élèves de terminale spécialité maths la dernière année où j'ai exercé, l'année 2022-2023. On va utiliser la fonction logarithme népérien. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. L'énoncé, le plan est muni d'un report orthonormé OIJ, partie A, étude d'une fonction petit f. F est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré. C de f est la courbe représentative de la fonction f. Question 1a, déterminer la limite de la fonction f en plus infini interprétée graphiquement. Question 1b, déterminer la limite de la fonction f en 0 interprétée graphiquement. Question 2a, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f' de x égale moins 2 divisé par x facteur de x carré plus 1. Question 2b, en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 3, déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Partie B, g est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par g de x égale intégrale de 1 à x de f de t dt. Cette g est la courbe représentative de la fonction g. Question A, étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On ne demande pas de limite. Question 1b, déterminer le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 2, étudier la convexité ou concavité de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors dans les sujets de bac récents, il est assez rare, je crois, qu'on aborde ce genre de questions, les questions de la partie B, mais comme je disais toujours à mes élèves, on ne sait jamais, et puis qui peut faire le plus peut faire le moins. Partie C, la suite UN est définie par, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, UN égale intégrale de 1 à n de f de x dx. Question A, interpréter géométriquement UN en termes d'air. Question 1b, sur le graphique donné ci-dessous, colorier le domaine d'air U3. Donc le graphique qui est donné, c'est avec la courbe de f. Question 2, étudier les variations de la suite UN. Question 3, on rappelle que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, 1 moins t inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t inférieur ou égal à 1, ici on ferme en 0. Montrer que pour tout réel h de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, h moins 1 demi de h carré inférieur ou égal à ln de 1 plus h inférieur ou égal à h à l'aide d'une intégration entre 0 et h. Question 3b, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, 1 sur x carré moins 1 divisé par 2x puissance 4 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 sur x carré. Petit c, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 5 sixièmes moins 1 divisé par n plus 1 divisé par 6n cube inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n. Question 4a, justifier que la suite un est convergente. Question 4b, on appelle grand L la limite de la suite un. Déterminer un encadrement du réel grand L. Donc, partie A, question A, déterminer les limites de la fonction f en plus l'infini, interprétée graphiquement. Alors, on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, f de x est ln de 1 plus 1 sur x carré. Alors, je vais commencer par vous montrer les idées. Ensuite, on essaiera quand même de faire une rédaction assez propre. Alors, quand x tend vers plus l'infini, à quoi on s'intéresse? D'abord, ici, à x carré. Et x carré, on sait qu'il tend vers plus l'infini. Ensuite, on doit prendre l'inverse, 1 sur x carré, qui va tendre donc vers 0. Et donc 1 plus 1 sur x carré va tendre vers 1.
Et puis quand on prend le logarithme d'une expression qui tend vers 1, son logarithme népérien tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Là, des raisons. Désolé si vous avez entendu les aboiements, n'ayez pas peur, c'est la chienne de mon fils. Ah, quelle compagne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va rédiger à peu près, entre guillemets, proprement avec le symbole limite. Allons-y. Alors, on a besoin de chercher, par exemple, la limite, et j'ai envie de le faire pratiquement directement, de 1 plus 1 sur x carré, qui va être égal à 1. Si vous voulez, quand même, je vais dire que la fonction de référence 1 sur x carré, quand x tend vers plus infini, a pour limite 0. Et puis on doit composer en fait par le logarithme népérien. Et donc je vais faire quasiment ce qu'on appelle un changement de variable. Y, ça sera 1 plus 1 sur x carré. Hein. C'est l'idée. Et donc, quand y, évidemment, ne tend pas vers plus infini ici, mais y tend vers 1, de ln de y, eh bien, c'est ln de 1. Alors, pourquoi, en fait? Parce que la fonction ln, elle est continue en 1. Et pourquoi elle est continue en 1? Parce que la fonction ln est dérivable en 1. Donc, on va pouvoir dire que par composé, la limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus 1 sur x carré va être égal à 0, car ln de 1 vaut 0. Et donc, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à 0. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de faire l'interprétation graphique comme dans la précédente vidéo. Quand on a donc cette limite de la fonction f qui est 0 en plus infini, ça veut dire que la droite d'équation y égale 0 est asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus infini. Donc pour la rédaction, limite quand x tend vers plus infini de x égale 0, ça veut dire que quand x devient très grand, f de x se rapproche de 0. Donc la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de plus l'infini. Je vous ai mis un petit peu de couleur pour que vous voyez bien la correspondance. Alors, une petite remarque, hein, dans le texte, dans la partie C, on vous la donne, la courbe de f. Donc ça nous donne des indications. Hein. Un énoncé, on le lit en entier, et puis parfois, ça peut être utile de faire quelques petites remarques. Question 1b, déterminer les limites de la fonction f en 0, interprété graphiquement. Ici, c'est forcément 0 plus, hein, d'ailleurs. Bon, on va tout de suite rédiger avec le symbole limite. La limite quand x tend vers 0 plus, donc de, allez, je vais le faire comme ça, de 1 sur x carré, c'est plus l'infini. Donc, en ajoutant 1, on obtient plus infini. Et donc, on doit composer par la fonction ln, et 1 plus 1 sur x carré tend vers plus infini, donc en pesant un peu comme tout à l'heure, y égale 1 sur 1 plus x carré, en fait, on a besoin de la limite quand y tend vers plus infini de ln de y. Et là, le cours nous dit que c'est plus infini. Donc, on va pouvoir dire que par composé, limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus 1 sur x carré est égal à plus infini. Peut-être l'écrire ici que c'est par composé quand même. Donc on trouve que finalement la limite quand x tend vers
J'ai dit plus infini, c'est 0 plus ici, hein, évidemment. Ah, mazette. 0 plus de f de x est égal à plus infini. Désolé pour toutes ces petites coquilles que je commets. Ah, en classe, j'avais des élèves qui me rectifiaient. Donc on vient de trouver que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est plus infini. Donc la droite d'équation x égale 0 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de 0. Avec la courbe de f donnée dans l'énoncé, on peut se rendre compte quand même que quand x tend vers 0, f de x a l'air de prendre des valeurs qui sont de plus en plus grandes. De même, quand x tend vers plus infini, c'est-à-dire quand x est assez grand, la courbe de f se rapproche de l'axe des abscisses. Alors qu'au voisinage de 0, la courbe de f se rapproche de l'axe des ordonnées. Question 2a, justifie que pour toi Lx de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, f' de x égale moins 2 divisé par x facteur de x carré plus 1. Alors nous, on sait que pour toi Lx de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc on a besoin de dériver ln de u. Donc on va poser u de x égale 1 plus 1 sur x carré et calculer la dérivée de u, prime de x, ça va être, eh bien, 1 pour dériver 0, et puis 1 sur x carré, sa dérivée, c'est moins 2 divisé par x cube, fonction de référence. Et donc, ln de u, sa dérivée, on sait que c'est u' sur u. Ou bien, ici, je vais même peut-être plutôt utiliser u' multiplié par 1 sur u, vu qu'on a des fractions un petit peu partout. Bon, je vais enlever le 0 qu'il y avait ici. Et donc, u' moins 2 sur x cube, f' de x est égal à moins 2 divisé par x au cube, multiplié par 1 sur 1 plus u, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'inverse de u. Alors, je vais peut-être faire une petite remarque, u de x. On peut l'écrire x carré plus 1, le tout divisé par x carré, en mettant même demi-hauteur. Et donc, l'inverse de u, c'est x carré divisé par x carré plus 1. Ça évite d'avoir des fractions de fractions. Et donc, f' de x, on voit qu'il y a des simplifications possibles, puisque nous avons d'un côté au numérateur ici à x carré, et puis ici on a au dénominateur x cube, donc il va nous rester moins 2 seulement au numérateur, et puis x carré divisé par x cube, c'est 1 sur x, hein, donc il va nous rester x au numérateur, facteur de x carré plus 1, c'est ce qu'on attendait comme résultat. Question 2b, en déduire les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Nous, on sait que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, ouvert en 0, f' de x égale moins 2 divisé par x facteur de x carré plus 1. Il s'agit d'étudier le signe de f' de x. Alors déjà, le numérateur, moins 2, on sait qu'il est strictement négatif. Ensuite, ici, au dénominateur x, il est strictement positif, puisque x appartient à 0 plus infini ouvert en 0. X carré plus 1 serait certainement pas trop difficile de voir qu'il va être aussi strictement positif. Alors, on peut dire par exemple que x carré est plus grand que 0, donc x carré plus 1 est plus grand que 1. En ajoutant 1 aux deux membres de l'inégalité, donc x carré plus 1 est bien un réel strictement positif. On peut en déduire à ce moment-là que f' de x est strictement négative, ce qui nous donne que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini.
Donc, premier point, on a la dérivée. Deuxième point, on étudie son signe. Troisième point, on va dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, ne pas oublier la double barre en 0, puisque f n'est pas défini en 0, donc il ne risque pas d'y être dérivable. On a la dérivée donc de f qui est strictement négative sur 0 plus infini. Donc, on va avoir petit f qui va être strictement décroissante sur 0 plus infini. On avait trouvé la limite en 0 de f, c'était plus infini. La limite en plus infini de f, c'était 0. Voilà. Question 3. Déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors avec ce qu'on avait obtenu précédemment, le tableau de variation, il est à peu près clair que la fonction f est strictement positive sur 0 plus infini, donc on peut dire aussi qu'elle est positive sur l'intervalle 0 plus infini. Alors je vais vous le montrer un petit peu autrement. En fait, on avait quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, f de x qui est en fait ln de 1 plus 1 sur x carré. Bon, ben, x carré est positif, donc son inverse est aussi strictement positif. Donc, on peut dire que 1 plus 1 sur x carré est plus grand que 1. Et donc, en utilisant la fonction logarithme épérien qui conserve le sens des inégalités, on peut dire que ln de 1 plus 1 sur x carré est plus grand que ln de 1 et ln de 1 vaut 0, donc f de x est strictement positif. C'est-à-dire que c'est une question qu'on aurait pu poser dès le départ en fait. Donc f est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini. Partie B, question A, étudier variation de la fonction petit g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, on ne demande pas de limite. Alors, d'après l'énoncé, on sait que quel que soit le réel x strictement positif, g de x est intégral de 1 à x de f de t dt. Alors, le cours vous dit des choses. Il y a une propriété du cours qui va vous dire que g, c'est la primitive de petit f, et en fait qui s'annule en 1, tel que g de 1 est égal à 0, ce qu'on peut vérifier facilement, l'intégrale de 1 de f de t dt c'est 0, et g est la primitive de f, donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la dérivée de g c'est petit f. Alors j'ai dit la primitive de f c'est sur 0 plus infini bien sûr. Je l'écris maintenant. Et on sait que g de 1 égale 0. Bon, et puis comme petit f, on vient de voir qu'elle est strictement positive, et bien g' est strictement positive sur 0 plus infini. Bon, et on sait toujours que g de 1 égale 0. Bah donc g va être strictement croissante sur 0 plus infini. Donc on va pouvoir établir le tableau de variation de g et on indiquera g de 1 égale 0. Donc à l'écran, le tableau de variation de la fonction g, g n'est pas défini en 0, donc elle ne peut pas y être dérivable. On sait que g' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc g est strictement croissante sur 0 plus infini ouvert en 0, et g de 1 vaut 0. Ça va nous permettre notamment de connaître le signe de finalement la fonction g. Sur l'intervalle 0,1, g va être strictement négative. L'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1, on aura donc un 0 ici, et puis
on aura G qui sera strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert ou 1. Donc la question 1b de la partie B, pardon, c'est la partie B. Eh bien, à partir du tableau de variation, on vient de le dire, voilà, on va trouver le signe de G de X. Alors, je vais essayer de vous le placer en bas, je me suis pas très bien débrouillé. Ah. Un petit coup de blanc. Et donc, X, G de X. Donc, sur 0 plus infini, alors évidemment, il y a une double barre en 0. Ensuite, on a un signe pour G qui est strictement négatif sur l'intervalle 0,1. Ouvert en 0 vers 1. Donc on a un 0. Je pourrais peut-être lui mettre un peu de couleur d'ailleurs. Ce 0. Et puis G est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. Bon, évidemment, dans une copie, on évite de mettre ça. Voilà. Bon, on pourrait aussi le justifier, non pas avec le tableau de variation, mais avec des phrases. Je ne vais pas le faire ici. Ça me semble clair. Question 2. Étudier la convexité ou la concavité de la fonction G sur 0 plus l'infini ouvert en 0. J'aurais peut-être pu écrire le mot là, quand même. L'article définit là devant concavité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas? Eh bien, on sait d'après le cours que le signe de la dérivée seconde de G va nous donner la convexité ou concavité de la fonction G. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, nous, notamment, c'est que G', c'était petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Et donc, G seconde, c'est f' sur l'intervalle 0 plus infini. Et on connaît le signe de f', on l'a étudié dans la partie A. Et dans la partie A, on a vu que f' était strictement négative sur 0 plus infini. Donc G seconde est strictement négative sur 0 plus infini. Donc on peut dire que G est concave sur 0 plus infini. C'est-à-dire que les tangentes à la courbe C de G vont être situées au-dessus de la courbe de G sur l'intervalle 0 plus infini. Petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, on va faire une interprétation géométrique de cette partie B, avec notamment cette fonction G. Alors ici, je me suis placé avec un curseur à grand X égale 4, et donc l'intégrale de R4 de f de t dt. GeoGebra nous dit que c'est environ 0,63, j'ai pris 4 chiffres après la virgule. Donc voilà, l'interprétation graphique, évidemment, c'est que ici, G de 4, en fait, c'est l'aire du domaine défini par les droites d'équation x égale 1, x égale 4, que je vous ai tracé en rouge, et la courbe de f, et ainsi que l'axe des abscisses. Alors évidemment, il va y avoir un petit souci, c'est quand x va être plus petit que 1. Enfin. Et là, qu'est-ce qui se passe? On trouve que l'intégrale a des valeurs négatives. Ça surprenait un peu mes élèves, parfois, parce qu'ils me disaient, mais f est positive. Ouais, mais la borne du bas, 1, est plus petite que la borne du haut, 0,24.
Et donc, en fait, l'intégrale de 1 à 0,24 de f de t dt, c'est l'opposé de l'intégrale de 0,24 à 1 de f de t dt. Et donc, GeoGebra réagit très bien, puisqu'il nous donne, effectivement, quand la variable grand X est entre 0 et 1, il donne bien des valeurs négatives. Bon, la fonction g va croître, évidemment, sur 0 plus infini. Et puis g de 1, on en profite, hein, g de 1, c'est 0. Hein. Voilà. Voilà pour l'interprétation géométrique. J'espère que vous avez bien compris ce qui se passait. Bon. Alors au passage, pour les limites, si on cherchait la limite en 0, par exemple, de g de x, bon, bah c'est pas évident de voir ce qui va se passer, puisqu'ici, pour x égale 0,01, on a g de x qui vaut environ moins 2,15. Il faudrait peut-être améliorer un petit peu les choses, donc je vais changer le curseur, je vais essayer de lui mettre un pas plus petit. Alors il accepte pas forcément des pas très petits, je vais essayer qu'un 10 millième, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Si, peut-être. Bon bah, on va essayer de se rapprocher de 0, mais voilà, bah, on trouve que g de 10 puissance moins 4 est environ égal à moins 2,26. C'est pas évident de trouver, conjecturer la limite non zéro. Alors on pourrait essayer aussi de conjecturer la limite infinie. Bon, je ne vais pas le faire ici. Alors deuxième cerise sur le gâteau, on va utiliser une calculatrice. Alors, je suis désolé, je n'ai qu'une TI. Et puis dans le menu f de x, eh bien on va écrire ln de 1 plus 1 divisé par x au carré. Alors on va voir que la machine est capable de tracer la primitive de ln de 1 plus 1 sur x carré qui s'annule en 1. Alors pour faire cela, bah, on va dans le menu maths et puis on va chercher une instruction qui s'appelle fonction intégrale. On pourrait aussi représenter la dérivée avec l'instruction 8. Bon, prenons l'instruction 9, intégrale de 1 à x, qui est la variable. Et puis ici, on peut mettre évidemment ln de 1 plus 1 sur x carré, mais comme je l'ai au-dessus, je vais utiliser le menu variable, variable y, fonction, et puis je vais écrire y1 de x. dx. Alors si on a pris, ce serait peut-être mieux de changer ici, pour pas vous troubler, on va prendre t, hein, dt. Alors ce qu'il y a, c'est que la construction peut être lente, donc ce qu'on va faire déjà, c'est régler la fenêtre. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut prendre comme valeur ici? Ben, on peut démarrer à 0. Alors, x max, on va aller jusqu'à 10. Graduation de 2, y min. Alors attention, pour l'intégrale, on sait qu'on a des valeurs négatives. Tout à l'heure, on avait avec GeoGebra on avait des valeurs du style moins 2, quelque chose, donc ça devrait aller. Alors pour y max, je vais mettre 1 parce que je sais que la limite en plus infinie de la fonction g est plus petite que 1. Et puis 0, hop, allez, on va mettre 1 comme graduation sur les y, et la résolution, je vais mettre 4, c'est la vitesse d'exécution des courbes. Alors on a la première et la deuxième qui se dessinent, voilà. G. La courbe de F est en bleu, la courbe de G est en rouge. Bon, on peut peut-être conjecturer qu'il y a effectivement une asymptote horizontale pour la courbe de G en plus infini. Bon, voilà. Alors évidemment, dans f de x, on aurait pu aussi placer la dérivée de f, hein, on l'avait trouvé, et puis si on la trouve pas, bah dans maths, instruction 8, nombre dérivé. Alors on va mettre par exemple ici la dérivée par rapport à x, de y1 de x.
Bon, ici, c'est pour x égale x, en fait. Alors, j'espère que ça va marcher, tout ça, parce que j'aurais peut-être dû... bon, on a la dérivée. Évidemment, la fenêtre n'est pas très bonne, parce que ça va beaucoup plus bas, apparemment. Bon, j'y vais au feeling, là, parce que la vidéo est longue. Voilà, mon f' qui est strictement négative sur 0 plus infini. Alors, je voudrais vous signaler quand même un petit bug de la calculatrice, parce qu'en fait, quand je l'ai placé y4 moins 2 divisé par x facteur de x carré plus 1, qui est la dérivée de y1, on n'obtient pas tout à fait la même courbe qu'avec le nombre dérivé, là. Donc, il doit y avoir un bug quelque part. Alors, pour la concavité de la fonction g, on a vu que g était concave sur 0 plus infini. On va l'illustrer avec GeoGebra. Je vais placer un point que je vais appeler M sur la courbe de g, et puis tracer la tangente en M à la courbe de g. On va l'appeler quand même T. Donc, voici la tangente qui a été tracée, puis en bougeant le point M, on peut constater qu'effectivement la courbe de G est située en dessous de sa tangente au point M, quelle que soit la position du point M sur la courbe. Alors, partie C, question A, interpréter géométriquement UN en termes d'air, et puis on lui dit que pour tout entier n supérieur égal à 1, UN c'est l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Donc je vais vous remontrer que GeoGebra, ce qu'on a fait quasiment tout à l'heure, mais avec une variable entière petit n supérieur égal à 1. Donc le fichier GeoGebra, et ici, le curseur petit n, lui, varie... Partant de 1, on a eu 1 qui vaut 0, en fait, il y a des environs, parce qu'après, évidemment, ce sont des valeurs approchées. Bon, U2 qui est plus grand que U1, U3 qui sera plus grand que U2, U4 qui sera plus grand que U3, etc. Bon, donc on peut déjà conjecturer que la suite UN est croissante, qu'elle est toujours positive d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc pour l'interprétation géométrique, on va voir ça tout de suite. Bon, un petit schéma fait à la va-vite avec la courbe de f qui n'est pas très jolie, mais bon. La droite d'équation x égale 1, la droite d'équation x égale n, et puis on devrait assurer le domaine qui nous intéresse, d'RUN, ça va être le domaine j'assure à peu près ici, donc en fait, comme f est continue et positive sur l'intervalle 1n, alors qu'est-ce que ça va être que UN? UN, ça va être l'aire d'un certain domaine, que je vais appeler EN parce qu'il dépend de n. Et comment EN va être défini? EN va être défini par, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que petit x va être compris entre 1 et n, et petit y va être compris entre 0 et f de x. Voilà. Donc, question 1b, sur le graphique donné ci-dessous, colorier le domaine d'RU3. Donc, on a juste à tracer la droite d'équation x égale 1. Alors, je vais faire comme je peux.
Je vais tracer ici en vert, et puis la droite d'équation x égale 3. Et il nous reste à colorier on voit pas très bien, du jaune. On colorie ici, j'assure le domaine d'air U3. Bon, donc on a U3 qui est l'air de ce domaine. Question 2, étudier les variations de la suite UN. On a conjecturé qu'elle était croissante, alors on va calculer UN plus 1, et puis on va utiliser la différence UN plus 1 moins UN pour essayer d'étudier son signe. Donc UN plus 1 moins UN, bah, c'est l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx, moins l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Et puis là, on va être malin, c'est-à-dire que moins intégrale de 1 à n de f de x dx, on va le transformer en une somme. Alors, je vais le faire tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de place, donc on va remplacer un moins par un plus, ce qui veut dire qu'il faut modifier les bornes de l'intégrale et puis placer n en bas et 1 en haut. Et si on échange les deux intégrales qu'on a écrites ici, on va voir que ça va nous donner l'intégrale de 1 à de n à 1 pardon, de f de x dx plus l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx, et on sait que dans ce cas-là, on peut utiliser la relation de Schall pour dire que c'est l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx. Merci Michel Schall. C'est la relation de Schall. Bon, bah, une fois qu'on a écrit un plus 1 moins un sous cette forme-là, on va utiliser le fait que la fonction f est positive sur l'intervalle n plus 1. N, la borne inférieure, est plus petite que n plus 1, la borne supérieure. Donc on en était là, et puis f étant positif sur n plus 1, on va pouvoir dire que l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx est positive, par intégration d'une fonction positive, et donc un plus 1 moins un est positif. Ce qui fait que la suite un est croissante. Bon, bah, si elle était majorée, la suite UN, on pourra en déduire qu'elle est convergente. À voir. Question 3. On rappelle que pour 3LT de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, 1 moins t inférieur égal à 1 plus t inférieur égal à 1. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai déjà plus ou moins démontré dans une vidéo précédente, c'est pas très dur à faire. Et puis on nous dit de montrer que pour toi LH de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, h moins 1,5 de h carré, inférieur égal à ln de 1 plus h, inférieur égal à h. Alors on va le faire par le calcul intégral avec une intégration entre 0 et h. Donc on va rappeler que quel que soit t appartenant à 0 plus infini, 1 moins t est inférieur égal à 1 sur 1 plus t inférieur égal à 1. Et puis on va utiliser une intégration entre 0 et h étant positif. L'intégrale de 0 à h de 1 moins t dt est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à h de 1 sur 1 plus t dt, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à h de 1 dt par intégration d'inégalité avec évidemment ici h qui est positif, donc la borne inférieure, eh bien 0 est inférieur à h.
Alors, primitive de 1 moins t, j'ai dit dx c'est dt ici. Ah, encore une coquille. Et donc c'est t moins 1 demi de t carré, une primitive de 1 moins t, à calculer entre 0 et h, qui va être inférieur à égal, évidemment, à une primitive de 1 sur 1 plus t. Alors on va trouver ln de 1 plus t, hein. C'est de la formule prime sur u, u de t égale 1 plus t, u prime de t égale 1, entre 0 et h, est inférieur ou égal à, si on veut, à t, la variation qu'on va calculer entre 0 et h, ce qui va nous donner h moins 1 demi de h carré, et en 0, la variation vaut 0. ln de 1 plus t, ça va nous donner la variation entre 0 et h, ln de 1 plus h, moins ln de 1 plus 0, c'est-à-dire moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Et puis ici, évidemment, on va trouver h moins 0, c'est-à-dire h. Et on aura bien démontré ce qu'on voulait. Alors ici, on voit je trouve, toute la puissance du calcul intégral, parce que ce serait pas forcément évident de démontrer cette double inégalité si on n'avait pas eu le calcul intégral. Bon, ça peut se faire, hein, ln de 1 plus h enfin égal à h, ça doit être quelque chose de plus ou moins connu, mais que ça soit supérieur ou égal au polynôme du second degré h moins 1 demi de h carré. Si on voulait le démontrer, par exemple, on pourrait prendre ln de 1 plus h et puis soustraire h moins 1 demi de h carré et étudier les variations de cette fonction pour essayer d'en trouver le signe. C'est pas évident, alors que là, ça va très vite avec le calcul intégral. Question C3b, donc justifie que pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1 sur x carré moins 1 sur 2x puissance 4 inférieur égal à f de x inférieur égal à 1 sur x carré. Je rappelle que f de x, c'est f de x, on va l'écrire ici peut-être, c'est 1 ln de 1 plus 1 sur x carré. Ce qui fait que quand on regarde ce qu'on sait d'après la question précédente, quel que soit h, un réel positif, h moins 1 demi de h carré inférieur égal à ln de 1 plus h inférieur égal à h, on aimerait bien pouvoir remplacer h par 1 sur x carré. Alors est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, il faut s'intéresser à 1 sur x carré. Et donc, on sait que x est plus grand que 0 ici, donc 1 sur x carré est plus grand que 0 aussi. Donc on peut remplacer h par 1 sur x carré, ce qui va nous donner, je vais le mettre un petit peu pour essayer de le mettre à peu près à la verticale. Voilà, 1 sur x carré, moins 1 demi multiplié par 1 sur x carré au carré, qui va être inférieur ou égal à ln de 1 plus 1 sur x carré, qui va être inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et donc ça, on a le droit de le dire, quel que soit x ici appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Bon, de ce fait, on obtient bien ce qui était attendu, puisqu'on a 1 sur x carré, moins 1 sur 2 fois... Alors, le carré de 1 sur x carré, c'est 1 sur x puissance 4, ça veut dire x puissance 4. Ici, c'est f de x, et ici, c'est 1 sur x carré. Voilà. Alors évidemment, si c'est vrai quel que soit x appartenant à 0 plus infini, ça sera vrai aussi vu la question que j'avais pas fait tout à fait attention, c'est que on prend x dans l'intervalle 1 plus infini.
Alors, je sais plus, c'est 5/6 moins 1 sur n. Question 3C, la partie C, on déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 5/6 moins 1 sur n plus 1 sur 6n au cube, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à moins 1 sur n. Alors, d'après la question précédente, on sait que pour tout réel x supérieur ou égal à 1 sur x carré moins, alors je l'ai écrit un demi fois 1 sur x puissance 4 parce qu'on va intégrer, donc ce sera plus facile pour trouver une primitive. Et donc inférieur ou égal à ln de 1 plus 1 sur x carré, inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et puis on n'oublie pas que un, évidemment, je vais l'écrire là tout en bas parce que après je vais l'effacer, mais un c'est l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Et puis f de x, on sait que c'est ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc, comme on a à intégrer ln de 1 plus 1 sur x carré entre 1 et n, ben on va intégrer cette double inégalité entre 1 et n et on va tout faire apparaître. Allons-y. L'intégrale de 1 à n, alors évidemment c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, ici tout entier n supérieur ou égal à 1. L'intégrale de 1 sur x carré moins 1 demi multiplié par 1 sur x puissance 4 dx va être inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de ln de 1 plus 1 sur x carré dx inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x carré dx. Bon, donc on va obtenir une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, moins, alors 1 demi multiplié, il nous faut une primitive de 1 sur x puissance 4, c'est-à-dire moins 1 sur 3x puissance 3. Donc, on calculera la variation de cette fonction entre 1 et n. Ici, on a fait apparaître justement un, et puis on aura besoin de calculer la variation de moins 1 sur x entre 1 et n. Bon, alors on peut peut-être un petit peu simplifier, moins 1,5 fois moins 1 sur 3x3, là je vais plutôt l'écrire déjà avec un plus. On va pouvoir supprimer le moins ici. Et donc ça va nous donner
plus 1 divisé par 6x puissance 3. Alors, allons-y. Donc en n, on va trouver moins 1 sur n, plus 1 sur 6n au cube, moins, et il faut calculer en 1, et donc en 1, on va trouver en fait moins 1, plus 1 sixième, qui va être inférieur ou égal à un, et puis de l'autre côté, le calcul, on l'a quasiment déjà fait, c'est donc moins 1 sur n, moins 1. Alors ici, moins 1 plus 1 sixième, alors moins 6 sixième plus 1 sixième, moins 5 sixième, avec le signe moins, vous allez obtenir 5 sixième, moins 1 sur n, qui était au départ, plus 1 sur 6n cube, inférieur ou égal à un, et inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n, ce qui était le résultat attendu dans la question. Question 4a de la partie C, justifier que la suite UN est convergente. Alors nous, on a déjà vu que la suite UN est croissante, donc on a besoin de montrer qu'elle est majorée. Donc majorée, on ne va pas utiliser ici la première inégalité, on va utiliser la seconde pour pouvoir majorer. Et puis on a de la chance parce que 1 moins 1 sur n est toujours inférieur ou égal à 1. Donc on va pouvoir dire que quel que soit l'anti-n supérieur ou égal à 1, un est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n, qui est lui-même inférieur ou égal à 1, puisque 1 sur n est positif. Bon, donc la suite un est croissante. Ici, grâce à ce qu'on vient d'obtenir, la suite un est majorée par 1. Je rappelle que pour montrer qu'une suite est majorée, il faut montrer que la suite, quel que soit l'anti-n, un inférieur ou égal à une constante réelle. Donc on ne peut pas garder que 1 moins 1 sur n. Alors vous allez me dire, si au lieu de 1 moins 1 sur n, on avait eu par exemple 1 plus 1 sur n, bon, ça aurait pu se faire, on aurait pu majorer par 2, à vous de voir pourquoi. Bon, ici, ça se passe bien. Et donc, on va pouvoir dire que la suite un est convergente. Puisqu'elle est croissante et majorée, d'après le théorème de convergence monotone. Question 4b de la partie C, on appelle grand L la limite de la suite UN, déterminant l'encadrement du AL grand L. Alors, on utilise évidemment l'encadrement de UN qu'on a trouvé pour tout n supérieur ou égal à 1. On peut remarquer que 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. 1 sur 6n au cube va aussi tendre vers 0. Et puis ici, dans le troisième membre, on a 1 sur n qui tend vers 0. Bon, il y a juste à rédiger un petit peu. Par exemple, dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0, et la limite de 1 sur 6n au cube, c'est aussi 0, quand n tend vers plus l'infini. Et donc la limite du premier membre, 5 sixièmes moins 1 sur n plus 1 sur 6n cube, pour limite 5 sixièmes. Bon, le dernier, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n, c'est égal à 1. Et donc, on va effectuer un passage à la limite, et puis ça va nous permettre de dire que 5 sixièmes, qui est la limite du premier membre de la double inégalité, est plus petite que la limite de un, c'est grand L, et puis inférieur ou égal à la limite de 1 moins 1 sur n, qui est 1. Et donc, on pourra dire que grand L est comprise entre 5 sixièmes et 1.
Alors ici, on peut démontrer que la limite grand L, c'est pi sur 2 moins ln de 2. Avec ce nombre-là, on doit pouvoir vérifier qu'en fait, 5 sixièmes est plus petit que ce nombre-là, pi sur 2 moins ln de 2, qui est plus petit lui-même que 1. Alors, comment démontrer cette valeur exacte de la limite grand L? Vous trouverez à la fin du polycopier une manière de faire. Alors, le problème, c'est qu'on a besoin d'une intégration par partie, et puis ensuite on a besoin de la fonction arctangente dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et donc, voilà. Donc, à voir dans le polycopier pour les plus courageux, les plus motivés. Bon, ceux qui voudraient faire des mathématiques dans le post-bac, je vous le conseille quand même. Je trouve ça assez intéressant. Et en plus, ça vous fait travailler la fonction arctangente. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps, mais bon, c'est intéressant, passionnant. Et si je peux donner un peu d'intérêt pour les mathématiques à travers ces vidéos, eh bien, je suis largement récompensé. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.